Tranche de couple, La vie, le drama et le monde coloré de Guillaume et Max, saison 4. Bonjour, bonsoir, nous sommes Guillaume et Max et on vous souhaite la bienvenue dans ce 12e épisode de la saison 4 de Tranche de couple, épisode qu'on a choisi d'intituler Futur composé. Comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à ce podcast pour être notifié des nouveaux épisodes diffusés le lundi tous les 15 jours. On se retrouve aussi sur Facebook, sur Twitter et vous pouvez nous envoyer des mails sur tranche le chiffre de couple comme le nom du podcast @gmail.com. Et enfin, n'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu. Alors on commence tout de suite par la rubrique Actu. Sans transition, effectivement, une première rubrique actu sur un sujet brûlant, un sujet qui met des millions et des millions de Français dans la rue quasiment, c'est la réforme des retraites. Alors jusqu'à maintenant, on s'est tenu un peu à l'écart de ce sujet. C'est un sujet, vous savez, que dans ce podcast, on essaie de rester le plus neutre possible. Alors on va essayer de faire pareil sur, en tout cas, ce sujet de société. Il y a d'autres sujets, évidemment, sur lesquels on est beaucoup moins neutre, mais sur les gros sujets de société qui en général, on essaye de rester neutre, voilà. Et donc, un petit point sur cette réforme des retraites en France. Alors, pour rappel, il existe en réalité trois, mais deux principales formes de système de retraite par répartition qui implique que chaque génération cotise pour celles qui sont à la retraite et qui garantit le montant de la retraite finale, et par points, ou pour faire court, chacun cotise pour sa propre retraite sur la base de chaque euro cotisé. Mais ça ne garantit pas le montant de la retraite à la fin. Il existe également un troisième type de retraite, utilisé soit seul, soit complémentairement de l'un des deux autres, qui est la retraite par capitalisation, qui passe par le versement chaque mois ou chaque année par un individu sur un compte d'une certaine somme d'argent qui grandit ou pas en fonction des fluctuations de la bourse pour arriver jusqu'à sa retraite. C'est un peu sur le même principe que l'assurance vie. Alors, qu'est-ce que la réforme de retraite ? Commençons d'abord par la réforme proposée par le gouvernement. Emmanuel Macron, en 2017, avait fait, dans sa campagne, avait dit qu'il souhaitait passer d'un système par répartition, tel qu'il existe aujourd'hui en France, à un système par points. Petit à petit, à force des différents mouvements, notamment les Gilets jaunes, et puis avec le Covid, il a changé d'avis et aujourd'hui souhaite modifier le système existant, mais en restant sur un système par répartition. Cette réforme vise donc d'abord à reculer progressivement l'âge du départ à la retraite, prévu aujourd'hui à 62 ans, à 64 ans en 2030, par tranche de 3 mois par an à partir du 1er septembre 2023. Il y a une deuxième mesure aussi qui est un allongement de la durée de cotisation appliquée plus rapidement que prévu. En effet, en 2014, la loi dite loi Touraine avait prévu un allongement plus long, mais l'idée aujourd'hui, c'est de rallonger la durée de cotisation pour passer de 42 à 43 ans d'ici 2027 au lieu de 2035, sur un rythme d'un trimestre supplémentaire exigé par an. Pour les carrières longues, les personnes qui ont commencé à travailler entre 14 et 16 ans pourront partir à la retraite à 58 ans et 60 ans pour ceux dont la carrière a débuté à 16 ans. Le projet de loi que le gouvernement a soumis, qui est aujourd'hui en discussion à l'Assemblée nationale, intègre également enfin la création d'un fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle et l'assouplissement des règles qui permettent d'utiliser les points pénibilité. C'est un dispositif qui existait dans le passé mais qui avait été largement raboté en 2017 lors du premier mandat d'Emmanuel Macron. Comme quoi, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. On ne va pas ici rentrer dans tous les détails plus profonds du système français, c'est pas l'objectif car c'est un système fort complexe avec par exemple 42 caisses différentes qui gèrent la retraite, des dizaines de régimes spéciaux hérités du passé, dont l'objectif du gouvernement est également, et ça a été reconfirmé par la première ministre il y a quelques jours, de les faire disparaître pour n'avoir que 3 régimes existants. Des réformes dans le passé malmenées ou partiellement menées, notamment sous l'impulsion de la rue, mais vous avez l'idée. Alors, pourquoi ça fait réagir largement dans la population française et parmi les politiques ? L'essentiel des critiques repose sur le fait que ce nouveau système serait encore plus inégalitaire que le précédent, en particulier pour les actifs les plus exposés au risque du travail et pour les femmes notamment, qui se retrouveraient à cotiser plus longtemps si elles ont des interruptions de carrière, par exemple à cause d'une grossesse ou pour s'occuper des enfants ou des proches dans le besoin, ce qui est encore aujourd'hui souvent le cas, c'est les femmes qui s'en préoccupent. Ça, c'est plutôt les revendications qu'on voit sur la gauche de l'échiquier politique. Sur la droite de l'échiquier politique,
les revendications qui sortent seraient que ce système va fracturer la société. Venant de l'extrême droite, c'est assez cocasse, on pourrait dire, mais voilà, c'est en tout cas ce qui ressort du peu d'informations que l'extrême droite a donné jusqu'à maintenant. Beaucoup de critiques et, contrairement à la gauche, assez peu finalement de propositions, même si nous on n'est pas dans des propositions très détaillées à gauche, mais assez peu de propositions sur comment faire. Alors, ce qui est certain, c'est que les réformes des retraites sont pour tout gouvernement un dossier empoisonné, car profondément clivant. C'est là que peut-être, dans un sens, l'extrême droite a pour une fois raison. Il faut ajouter à cela qu'un système qui n'est pas financé à long terme peut s'effondrer ou rendre compliqué de payer les retraites au niveau prévu. C'est d'ailleurs l'un des arguments phares du gouvernement pour dire qu'il faut changer le système, pour assurer que dans 30, 40, 50 ans, les gens qui arriveront à la retraite avec la retraite qui leur est prévue aujourd'hui. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que on a atteint aujourd'hui le pic de la génération de ce qu'on appelle les baby-boomers qui arrivent aujourd'hui à la retraite. C'est énormément de retraités qui arrivent par rapport à un système qui avait été conçu à l'époque pour financer beaucoup moins de retraites. Et c'est donc à cause de ce système financé par pas financé en fait par nos aînés, qu'il faut aujourd'hui que les générations qui travaillent actuellement cotisent plus pour pouvoir se garantir à elles-mêmes une retraite. Donc on pourra regretter que le gouvernement ne présente pas une mesure plus de fond, c'est-à-dire qu'on a une vision, on sait qu'est-ce qui va se passer à 20, 30 ou 40 ans si la réforme passe, mais on n'a pas vraiment d'idée de comment le gouvernement va assurer, notamment avec le vieillissement de la population qui a lieu aujourd'hui. Il y aura toujours beaucoup plus de retraités, avec la faible natalité d'aujourd'hui, beaucoup plus de retraités proportionnellement que d'actifs par rapport à ce qui a été cotisé. Et on a un peu de mal à voir en quoi ce changement va permettre de régler ce problème qui se posera, comme je vous le dis, dans 30 ou 40 ans. Dans le même temps, il faut rappeler, et c'est ce que rappelle la gauche, c'est que nous ne sommes pas tous égaux face à la vie et face au travail, et que certains métiers sont effectivement beaucoup plus pénibles, beaucoup plus compliqués que d'autres. Aujourd'hui, une femme, dans un article du Monde, l'exemple qui est pris, c'est une femme cadre à une moyenne qui a 35 ans aujourd'hui, pourra vivre en moyenne jusqu'à 88 ans, alors qu'une femme qui est ouvrière aujourd'hui a une espérance de vie de 75 ans, ce qui fait quand même 13 ans de différence entre deux types de métiers différents. Alors, encore une fois, essayer de simplifier les choses comme le fait le gouvernement. Est-ce que c'est la bonne solution ? Est-ce que ça ne l'est pas ? Je laisserai à chacun le choix de prendre ses propres décisions. Cependant, je trouve, à titre personnel, la revendication de la prise en compte de la pénibilité et des différences de pénibilité en fonction du travail fort importante afin de garantir que chacun puisse être traité équitablement au moment de partir et de profiter de sa retraite. Merci beaucoup, Guillaume. Alors Max, on reste dans nos futurs composés. On espère un futur pas trop décomposé entre les États-Unis et la Chine, qui pour des histoires de ballons. Oui, une histoire de ballons espions. Alors, est-ce que c'est une nouvelle crise de Cuba ? On se croirait dans James Bond, là. On ne sait pas. Alors, vous en avez sans doute entendu parler. Il y a un ballon espion chinois qui se baladerait au-dessus des États-Unis depuis quelques jours. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit ? Dans quel objectif la Chine enverrait-elle un tel ballon ? Pourquoi les États-Unis ne l'abattent-ils pas tout simplement ? On vous donne quelques clés de lecture. Alors, jeudi 2 février, les États-Unis ont annoncé la présence d'un ballon stratosphérique chinois dans leur espace aérien au-dessus de l'État du Montana. Alors, il s'agit d'un ballon volant dans l'espace aérien supérieur, c'est-à-dire à une altitude entre 20 et 100 km. C'est un espace qui n'est pas contrôlé car il est au-dessus de l'altitude des avions. Et par rapport à un satellite de surveillance en orbite basse, l'intérêt de ces engins, c'est qu'ils peuvent rester plus longtemps au-dessus d'une même zone, ce qui leur permet des observations optiques ou électromagnétiques qui, d'un point de vue militaire, sont très utiles. Alors, quelle est donc la raison de la présence de cet engin, d'une taille assez imposante quand même, puisqu'on l'estime à 3 autobus, et puis quel est leur objectif ? S'agit-il d'une mission d'espionnage visant des sites américains sensibles, notamment des bases nucléaires, comme les disent les Américains ? Vous savez que dans le Montana, il y a des bases nucléaires avec des silos de lancement de missiles depuis le sol, ou d'un simple aéronef civil utilisé à des fins de recherche, principalement météorologiques, qui se serait égaré. Ça, c'est l'argument de la Chine, c'est ça ? Exactement. Alors, la présence d'un important équipement de guidage et de surveillance, ainsi que de panneaux solaires sur le ballon chinois,
attesté par des photos, tendrait à prouver qu'il serait peut-être dirigé à distance, ce qui quand même relève d'un sacré défi. Car sur un tel ballon sonde, soit on le dirige du sol avec un câble, vous savez ces ballons qui du coup montent et descendent en fonction du câble, de la longueur du câble qu'il y a, soit on le lance et puis il va où le vent l'emporte, mais du coup ça permet de connaître les différents courants. Mais il serait possible peut-être que les projets de l'intelligence artificielle permettent de contrôler l'altitude du ballon et ainsi de le diriger grâce aux différents courants d'air. Ce serait ainsi un moyen efficace de surveillance, car ces ballons, leur composition n'est pas métallique et du coup, avec leur haute altitude, ils sont beaucoup plus difficiles à détecter. Ainsi, pour certains analystes, envoyer un ballon stratosphérique au-dessus des États-Unis pourrait être un moyen pour la Chine de tester la défense antiaérienne américaine afin de déterminer à quelle altitude il peut être détecté, la réaction américaine et puis savoir s'il peut être détruit et de quelle façon. Alors, essayons de regarder la théorie inverse. Est-ce qu'il pourrait être arrivé par accident aux États-Unis, comme le disent les Chinois? Alors, ça semble tout à fait possible qu'il ne soit pas prévu au départ d'arriver au-dessus des États-Unis, selon un expert qui a été cité dans un article de presse, parce qu'il a été interrogé par l'AFP, mais que du coup, il soit arrivé là suite à un dysfonctionnement et qu'il ait changé de direction. Comme je le disais juste avant, c'est les engins qui sont plutôt complexes à diriger. Et un des éléments qui pourrait soutenir cette théorie est qu'apparemment, cet engin, ce genre d'engin en général vole entre 65 et 100 000 pieds, alors que celui-ci vole à 46 000 pieds, donc plutôt bas en fait. Et que si l'objectif était de l'espionnage, ça aurait plutôt eu du sens de le faire voler plus haut, pour à la fois qu'il soit moins facilement détectable, et puis que ce soit plus compliqué de le détruire. Alors justement, pourquoi pas simplement l'abattre, puisque finalement il est au-dessus du territoire des États-Unis, ce qui permettrait d'ailleurs d'analyser les capteurs qui sont à son bord et de savoir finalement quel était l'objectif du ballon. Le Pentagone a apparemment étudié la question, mais l'a écarté pour le moment en disant que, vu que le ballon était assez gros, il y avait des risques pour la population quand il tomberait au sol. Alors peut-être... juridiquement aussi, un élément, c'est qu'il y a un flou sur la légalité d'une telle action, parce que bien qu'il soit au-dessus du territoire américain, comme il se trouve au-dessus de l'espace aérien contrôlé, qui est régi par la Convention de Chicago de 1944, mais en dessous de l'espace, du coup, on n'est pas bien sûr si légalement ils peuvent le faire. Et puis, c'est sans doute pas la seule explication. Et en fait, abattre un ballon comme celui-ci n'est pas aussi simple que ça. Il se trouve qu'en 1998, un scénario similaire s'était produit au Canada et l'armée de l'air canadienne avait envoyé des avions de combat F-18 pour abattre le ballon qui se baladait de manière incontrôlée. Ils l'ont apparemment criblé d'un millier de munitions de 20 mm et ça a quand même pris 6 jours afin que le ballon redescende, parce que en fait l'air s'échappe très lentement et donc il descend pas tout de suite. Enfin, c'est pas comme dans les films quoi, il explose pas parce qu'il y a une balle qui arrive. Et donc en plus, tu veux dire qu'on nous ment dans James Bond? Ouais, c'est ça. Et donc en plus, comme ça prend du temps pour qu'il se dégonfle, c'est très difficile à contrôler. Et puis alors le dernier élément, c'est quand même que les avions de chasse ils volent très très vite. Le ballon, lui, il vole très très lentement. et que par conséquent, l'opération est quand même extrêmement complexe. Donc c'est pas vraiment un ballon du futur en fait cette affaire. C'est plutôt un ballon du passé, exactement. Alors politiquement en tout cas, cet épisode a jeté, comme tu le disais Guillaume, un froid entre Washington et Pékin, quelques jours après que la Chine ait appelé les États-Unis et les Occidentaux à arrêter de livrer des armes à l'Ukraine. Le voyage du secrétaire d'État américain, le grand diplomate en chef, le ministre des Affaires étrangères Anthony Blinken, à Pékin, qui était prévu ce week-end, a été annulé depuis 2019. Exactement. Et alors, on a par ailleurs appris vendredi en fin de journée qu'un deuxième ballon avait été détecté au-dessus de l'Amérique latine. Ça, alors, ils en ont perdu un deuxième. Voilà. Alors, peut-être que ceci va peut-être donner des arguments en faveur d'une perte de ballons qui se baladent. Mais en tout cas, affaire à suivre. C'est sans doute pas la dernière fois qu'on en entend parler. C'est rocambolesque. Alors, je me permets de faire un petit complément en post-production parce que nous avons appris, après avoir enregistré cet épisode du podcast, que l'armée américaine avait finalement détruit, samedi 4 février, le ballon espion qui survolait les États-Unis depuis quelques jours.
En fait, le président américain avait donné l'ordre d'abattre cet avion déjà depuis mercredi, mais pour éviter des risques sur la population et les infrastructures, l'armée américaine avait décidé d'attendre jusqu'à ce qu'il soit dans un endroit où c'était safe. Et donc, un avion de chasse F-22 a abattu le ballon chinois lorsqu'il a atteint les côtes de la Caroline du Sud, toujours dans l'espace aérien américain. Alors ça a quand même nécessité de fermer une partie de l'espace aérien. Il y a, je crois, 3 aéroports qui ont dû fermer. Un aéroport en Caroline du Nord et 2 en Caroline du Sud. Donc le trafic a été suspendu. Donc voilà, le ballon se trouvait à peu près 11 km de la côte quand il a été abattu. Et maintenant, les opérations de récupération sont en cours pour aller récupérer le ballon et analyser ce qu'il y avait comme capteur dessus. Les débris sont apparemment dans des eaux peu profondes, ce qui rendront les choses assez faciles. Alors naturellement, la Chine n'est pas très heureuse parce que du coup, voilà, même si c'était un engin chinois, comme la Chine dit que c'était un appareil, un aéronef civil utilisé à des fins de recherche, finalement, le fait qu'il ait été abattu est perçu comme une provocation. On a eu aussi du coup quelques informations supplémentaires, c'est qu'en fait le ballon était rentré dans l'espace aérien américain déjà le 28 janvier au-dessus de l'Alaska, puis au-dessus du Canada le 30 janvier, avant de revenir à nouveau dans l'espace aérien américain au niveau de l'Idaho le 31 janvier, mais on n'en avait appris l'existence que début février, comme on vous le disait. Deux pour ce petit ajout update. Merci Max. Alors, une petite actu qui nous servira de transition. Deux actus qui nous serviront de transition, alors Max, vers notre sujet Belgitude. Exactement. Le premier, c'est un grand bravo à la Slovénie qui a ouvert le mariage aux couples de même sexe le 1er février 2023, un pays de plus dans l'Union européenne. C'est très très chouette. Et c'est l'un des premiers pays du gros élargissement vers l'Est de 2004. C'est le premier pays d'Europe de l'Est qui ouvre le mariage à tous et à toutes. Alors la deuxième actu, puisque Guillaume, il y en avait bien deux, c'est aussi que cette semaine, on a eu le coming out de Campbell Johnston, le premier rugbyman qui a joué dans l'équipe des All Blacks. Et donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Malheureusement, on pourra regretter quand même que ce soit toujours des ex-joueurs, des joueurs qui ont pris leur retraite, qui font leur coming out, mais en même temps, c'est la première étape. Il en faut pour qu'ensuite, peut-être, des joueurs actifs, en tout cas, en activité, empouvoirés, puissent se sentir prêts à le faire. Comme on dit en anglais, ressentent le pouvoir de pouvoir faire leur coming out sans... J'ai envie de dire sans danger, c'est à peine exagéré, mais en tout cas... Exactement, donc ça c'était notre petit point d'actu LGBTQIA+, et on a un point Belgitude qui est aussi lié, c'est pour ça Guillaume que tu parlais de transition. Absolument Max, retour sur, en Belgique, les 20 ans de la loi sur le mariage pour tous. Le 20 janvier 2003, il y a maintenant plus de 20 ans donc, la Belgique devient le deuxième pays du monde après les Pays-Bas à ouvrir le mariage aux couples de même sexe. Ce qui représentait à l'époque une avancée majeure, une avancée sociétale majeure, mais qui peut paraître aujourd'hui, notamment en Europe de l'Ouest, relativement banale, puisque seule l'Italie ne propose pas à ce jour d'options similaires. Petit rappel, les demandes de progrès et dans la reconnaissance des conjoints ont explosé dans les pays notamment d'Europe de l'Ouest et d'Amérique du Nord. Et elles sont liées, c'est pas forcément évident, mais elles sont liées à l'épidémie de sida. Pourquoi ? Parce que l'épidémie de sida a créé de plus en plus de situations fort compliquées où l'un des conjoints est décédé du sida et l'autre se retrouvait sans rien, sans aucune reconnaissance ni légale ni juridique. Alors c'est pour ça qu'un certain nombre de pays ont commencé à étudier la question au milieu des années 90 environ.
est créé dans un premier temps, donc par exemple en Belgique, un statut de cohabitation légale en 1998. En France, on a créé le PACS en 99. On se souvient de Christine Boutin, et on y reviendra tout à l'heure, brandissant la Bible dans l'Assemblée nationale à ce moment-là. Et enfin, les Pays-Bas qui ont ouvert la course la légalisation du mariage pour tous, du mariage homosexuel en 2001, et puis la Belgique, deuxième pays, en 2003. Alors, comment est-ce que ça a été possible ? Eh bien, ça a été possible puisque pour la première fois, à ce moment-là, la Belgique n'était plus dirigée par une coalition dans laquelle étaient intégrés les partis démocrates chrétiens. Eh oui, oh Christine Boutin. Et donc, pour la première fois depuis 40 ans, cette coalition s'est faite sans ces partis et a pu mettre en place un certain nombre de réformes sociétales, notamment sur le mariage pour tous, mais également, par exemple, sur l'avortement. En Belgique, aujourd'hui, les mariages homosexuels représentent 3% des mariages. C'est un chiffre relativement stable depuis des années. Voilà, ça ne représente pas forcément grand-chose par rapport à la population, mais ça vous donne un peu une idée de ce que ça représente. Il faut savoir que, contrairement à la France, qui en 2013 a adopté à la fois le mariage pour tous et l'adoption pour les couples homosexuels, la Belgique n'a rajouté l'adoption dans cette loi, la possibilité pour les couples homosexuels d'adopter qu'en 2006. Alors, si on voit des progrès, c'est malheureusement souvent dans des pays qui ont déjà ouvert des droits d'une façon ou d'une autre et qui protègent déjà les personnes LGBTQIA+. En Afrique, sauf en Afrique du Sud, qui n'est pas du tout question du mariage homosexuel, rappelle Rémi Bonic de l'association Forbidden Colours. Pire encore, l'homosexualité est passible de la peine de mort dans de nombreux pays africains et arabes. Il y voit cependant une évolution positive, notamment en Asie du Sud-Est. Il y a Taïwan, par exemple, où le mariage a été ouvert aux personnes de même sexe en 2019. Des mesures sont également prises en faveur d'une plus grande égalité des droits en Inde, en Thaïlande et à Singapour. Comme d'habitude, affaire à suivre, mais c'est une question de futur, très clairement. Merci beaucoup, Guillaume, et c'est très très chouette. Alors, petite vie de couple, une spécialité locale, on vous en a déjà parlé. Alors, on s'engueule beaucoup, on a parlé de la voiture, on a parlé de plein d'autres contextes, et là, on voudrait vous parler de l'engueulade au petit déjeuner. Ah là là, le petit déjeuner. Bah oui, il faut dire qu'avec Guillaume, on n'a pas forcément les mêmes rythmes. Grave, moi, faut pas me parler le matin. Non, mais on va pas se mentir. Et alors, quand Max commence à dire, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça, ou alors moi, j'y suis pas là. Stop, pousse, pause. Oui, alors si c'était aussi simple que ça, Guillaume, ce serait simple. Qu'est-ce qui est compliqué ? Non, mais effectivement, si tu disais pouce, on en reparle un peu plus tard, tu vois. Et c'est là où nos côtés un petit peu sanguins prennent le dessus. Les théières ont volé, hein. Non, je plaisante. Mais... Et donc, voilà, comment dire, le ton est un petit peu monté. Il n'y a pas eu de grandes engueulades, hein, mais c'est juste que la tension, tout d'un coup, il faisait un peu frais dans la pièce. Bah, tout de suite, on a eu chaud. Oui, on a eu chaud pas longtemps parce que du coup Max est monté boudin au premier. C'est pas vrai, me suis préparé pour partir. Ah pardon. Nuance, ne mélangez pas tout. Ben voilà, non mais parfois il faut aussi donner le temps, se donner un peu de temps à tous les deux, donner un peu de temps à l'autre. Voilà. Moi il ne faut pas me parler le matin, il ne faut pas me parler le soir, en fait taisez-vous. Ouais. Non, il y a une semaine, en plus c'était une semaine un peu compliquée. On était à moitié malade en plus. Fatigué, ensuite malade, forcément, ça c'est le corollaire. Quand on est fatigué, on tombe malade juste après, ça c'est bibi. On a quand même relativement, enfin moi en tout cas, Max aussi un peu, mais énormément de boulot depuis qu'on est rentré de vacances. Pas forcément que lié aux vacances, mais entre autres un peu lié à ça aussi. Et du coup, c'est là qu'on se rend compte aussi de combien nos rythmes sont différents et comment il faut toujours, on en revient à la même chose, être en communication avec l'autre et écouter l'autre. Exactement. Et ça, c'est sûr que les rythmes différents, ça aide pas forcément parce que, en général, je me lève plutôt que Guillaume, mais du coup, j'ai pris, et puis surtout, en général, je commence ma journée par prendre une douche, ce qui fait que, du coup, je suis bien réveillé. Je veux faire 2-3 trucs avant de partir bosser. Et ben voilà, Guillaume, il se lève tranquille et il descend pour le petit-déj. Donc, on n'est pas exactement en phase complètement, mais il faut. Donc, moi, j'ai besoin de vider un lave-vaisselle avant de pouvoir être. Donc, ce matin-là, je pense qu'il n'y a pas de lave-vaisselle à vider et du coup, compliqué. Voilà. Et tu n'avais pas eu ton thé encore, et du coup, compliqué. Mon Dieu. Bon voilà, ça c'était pour notre petite spécialité locale qu'on voulait vous partager, et peut-être que vous aussi, vous avez ce genre d'expérience, ou peut-être que vous avez quelques conseils, n'hésitez pas à nous les envoyer. Alors, deuxième sujet qu'on voulait aborder dans la vie de couple, c'est une réflexion qu'on a en ce moment autour de la voiture.
Alors vous savez, on vous avait déjà dit que on avait le projet d'acheter une voiture électrique. Voilà. Il se trouve qu'on a eu encore des merdes sur notre voiture thermique qu'on a actuellement. Et donc, tout ceci nous presse un petit peu à nous dire qu'on va peut-être vendre cette voiture qui a déjà 7 ans, 8 ans bientôt, parce qu'on commence à en avoir un peu marre que régulièrement, on ait des dépenses à faire qui sont un peu absurdes. Voilà. C'est un peu toujours le problème de la voiture. Quand elle commence à vieillir, il commence à y avoir des trucs. Mais alors quand globalement, il n'y a plus de chauffage et que c'est la pièce qui a grillé, puis qu'ils l'ont déjà changé il y a moins d'un an, ça fait un peu chier. Pardon, excusez-moi pour mon langage. Alors du coup, la question pour nous, parce que quand même on y réfléchit, c'est est-ce que finalement on a besoin d'avoir une voiture ou pas. Il se trouve que, comme on vous l'a dit, on a la chance de pouvoir aller au travail en vélo, tous les deux, après avoir utilisé la voiture pour aller au boulot chacun. Et donc, c'est un vrai plaisir, un vrai confort. Mais du coup, ça veut dire aussi que notre voiture, elle reste parquée, elle reste stationnée dans la rue la grande majorité du temps. Comme la majorité des voitures, faut dire, mais bon... Voilà, encore plus que d'autres. On l'utilise finalement en vrai, on l'utilise pour aller en vacances, surtout l'été où on part, on a la chance de pouvoir partir à peu près un mois. Et puis en fonction à Noël, et puis une fois de temps en temps pour faire un week-end. Voilà. Mais en général, et de plus en plus, on essaie d'utiliser le train quand c'est possible. C'est vrai que notre grande transhumance de l'été, la voiture, elle a quand même son avantage parce que c'est pas toujours facile dans les transports en commun d'aller au fin fond du bout du monde comme on a l'habitude. Tout à fait. Alors du coup, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on essaye du coup de vivre sans voiture ? Est-ce qu'on rachète une voiture ? Est-ce qu'on essaye une période sans voiture ? Alors moi, il y a quand même un élément de réflexion que j'ai en tête, c'est que parmi l'envie de changer de voiture, c'était aussi de ne plus utiliser une voiture thermique. Et donc, la difficulté, entre guillemets, qu'on peut avoir, c'est aussi si on n'a plus de voiture, mais qu'on se retrouve à toujours continuer à utiliser des voitures thermiques qui fonctionnent au pétrole, on n'a pas complètement en louant des voitures, parce qu'il faut quand même reconnaître que la majorité des voitures qu'on peut louer aujourd'hui, c'est des voitures qui fonctionnent à l'essence ou au diesel. Et donc, c'est un petit... Enfin, moi, ça me gratte un tout petit peu. Et voilà, alors déjà louer des voitures, en général, ça peut être un peu plus compliqué en termes de logistique, parce que d'une part, il faut que la voiture soit disponible, il faut réserver longtemps à l'avance, il faut après aller chercher la voiture, la ramener. Il y a les contraintes aussi de se garer dans la rue, parce que aujourd'hui, notre voiture, elle est déclarée à la commune, donc on peut se garer gratuitement dans la rue, mais si on loue une voiture et qu'on doit la stationner une journée à l'aller au retour, en fait, du coup, il faut payer le stationnement. Stationnement qui peut parfois être un peu cher aussi quand on n'est pas enregistré. Voilà. Et puis, par ailleurs, financièrement, comme il y a assez peu de voitures électriques, parfois la location de voitures électriques est d'abord plus compliquée à trouver, et puis parfois ça coûte aussi plus cher. Voilà, tout plein de réflexions qui nourrissent notre mais on ne se précipite pas encore, mais on en discute. On ne se précipite pas, on réfléchit, on est en train de réfléchir sur comment on s'organise l'été prochain. Sur un coup de tête, on va vous dire on a vendu la bagnole. Voilà. Yes. Et donc futur, voilà. C'est pas de voiture. Donc, voilà, peut-être que vous avez aussi réfléchi à tout ça. Si vous avez des conseils, des suggestions ou un partage d'expérience, vous n'hésitez pas. Ça nous fera plaisir d'entendre parler de tout ça. Merci Max. Et Guillaume, c'est toi aujourd'hui qui nous fait la rubrique Geek ? Tout à fait, pour une fois c'est moi. Et alors, je vous parle futur, je vous parle application du futur, je vais vous parler de ChatGPT. ChatGPT. Ah bah voilà. Alors, aujourd'hui, on a décidé de laisser d'ailleurs ChatGPT répondre à la question « Qui êtes-vous, Mr. GPT ?» Alors, il nous répond « Je suis ChatGPT, un modèle de langage développé par OpenAI. » On va pas aller très loin avec ça. Mais alors, qu'est-ce que tu fais ? Je lui ai posé la question en ligne, on vous postera ça sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie ?
eh bien, il nous dit je suis un modèle de langage AI, IA, d'intelligence artificielle. Je n'ai pas de vie ou je n'ai pas de travail. Je suis écrit pour générer un texte basé sur ce qu'on me donne pour le faire. Alors je lui demande, est-ce que vous pouvez être un peu plus précis dans votre réponse? Alors je vous dis, je traduis en direct donc depuis l'anglais. Et après j'ai découvert qu'il le faisait en français. Mais enfin bref, c'est pas grave. Donc il me répond, bien sûr, comme un modèle de langage, je génère, je procède comme un humain pour écrire du texte basé sur les inputs, les informations qui me sont données par des utilisateurs ou que je trouve sur le web. Je peux répondre à des questions, je peux chatter, je peux faire des résumés d'informations, je peux générer du contenu écrit et beaucoup plus encore. Ça dépend en fait de la tâche que l'on m'a programmée pour faire. Ça, c'est les réponses de ChatGPT. Alors, c'est une avancée passionnante dans le domaine de la technologie de langage. C'est un modèle de langage, comme je le disais. Et là, c'est mes propres informations que je vous donne, entraîné par une société qui s'appelle OpenAI, qui est capable, donc, comme on le disait, de générer du texte basé sur les informations qu'elle trouve sur Internet. Il s'entraîne donc avec un vaste corpus de textes, des articles de journaux, des romans, des scripts de films, de télévision, des conversations en ligne. C'est une intelligence artificielle qui est capable d'apprendre en continu, c'est-à-dire qu'elle va continuer à découvrir de nouvelles informations, à analyser de nouvelles informations, à les ressortir quand on lui demandera. Elle est capable aussi de s'adapter au type de questions et à l'environnement dans lequel elle évolue. Alors, ce qui est quand même toujours intéressant de savoir avec une intelligence artificielle, c'est qu'effectivement, elle apprend en fait au fur et à mesure sur la base d'un corpus, comme le disait Guillaume, mais que du coup, en fonction du corpus qu'on lui fournit, l'intelligence artificielle, elle peut avoir des biais en fait, parce que si on ne lui présente qu'un certain type de langage, si on ne lui présente donc ça c'est pour des des intelligences artificielles de langage. Mais par exemple, peut-être un exemple plus parlant, c'est les intelligences artificielles qui font de la reconnaissance faciale, qui font de la reconnaissance des personnes. Ben, en fonction du type, est-ce que on va lui avoir présenté des personnes de couleurs de peau différentes, est-ce qu'on va lui avoir présenté une grande diversité, ou est-ce qu'on aura finalement une certaine uniformité? Tout ça va influencer la personne. Bah, comme vous pouvez être influencé dans la vie, en fait, en fonction de ce que vous allez lire, en fonction de ce qu'on va vous apprendre, bah, vous serez influencé, votre réflexion sera influencée. Et donc, l'intelligence artificielle, elle peut aussi être fortement biaisée en fonction de ce qu'on lui aura donné comme corpus sur lequel se baser. Et si on lui donne, par exemple, une page Wikipédia qu'on vient de modifier pour mettre un certain nombre de bêtises dessus, en lui posant une question, elle va nous dire des bêtises. Mais finalement, c'est très humain, ça, de finir par dire des bêtises avec des choses piochées sur Wikipédia quand on y pense. Bah oui, mais alors du coup, le risque, c'est qu'effectivement, de propager des fake news, parce que comme ça vient de ChatGPT, c'est forcément vrai. Et donc ça, c'est un vrai sujet. Et puis alors, il faut savoir qu'il y a un deuxième sujet aussi, je te redonnerai la parole après, mais il y a un deuxième sujet pour lequel je vais vous donner un exemple très concret. C'est celui de l'utilisation de ChatGPT à des fins de triche, notamment universitaires aujourd'hui. On a par exemple l'université de Strasbourg qui a fait repasser un examen à 30 étudiants, un examen qui portait sur le QCM, qu'ils ont dû faire à la maison, qui portait sur l'histoire du Japon. Alors déjà, faire un QCM à la maison, je ne sais pas d'où ils ont trouvé que c'était une bonne idée, mais enfin bref. Et donc ils ont réussi, grâce notamment à un cas où ils ont pu trouver qu'une des informations que les étudiants que ChatGPT avait de redonner aux étudiants était fausse sur Internet, et ils l'ont ressorti, et ils ont demandé à 30 étudiants donc de repasser cet examen. Sauf que, Max, c'est pas si simple quand on en vient à des choses plus compliquées. Bah oui, parce que en fait, dès lors que vous avez un devoir à faire à la maison, une composition, ou même un master, ou enfin un mémoire par exemple, eh bien, quand vous avez tout un document qui est écrit, savoir en fait, c'est le traditionnel sujet du plagiat. Là, le problème, c'est que finalement, comme Guillaume l'a dit, le ChatGPT, il est capable de rédiger complètement des textes entiers, en fait, avec des phrases, avec des ponctuations. C'est pas simplement des bouts d'informations que vous allez piocher ici et là et puis que vous allez combiner. Et donc, parfois, il est vraiment très difficile pour un professeur de savoir si
une rédaction a été faite ou non par un élève, et surtout de le prouver, parce que si vous avez un étudiant qui habituellement a 4 et qui a fait un devoir qui vaut 19 ou 18, vous avez le sentiment que l'étudiant a triché, mais pour autant, si vous tapez en fait ChatGPT, si vous lui demandez 3 fois la même chose, il va vous sortir 3 réponses différentes. Et donc c'est impossible de savoir si le texte a été généré par ChatGPT. Alors, du coup, il y a eu beaucoup d'universités et de professeurs qui ont levé la main en disant mais c'est scandaleux, maintenant on ne va plus jamais savoir s'il y a eu de la triche ou pas. Et donc, en fait, OpenAI, donc l'entreprise qui est à l'origine de ChatGPT, a annoncé le 31 janvier qu'elle mettait en place un nouvel outil qui permettait de prédire la probabilité qu'un texte ait été généré par une intelligence artificielle telle que ChatGPT. Donc en gros, vous faites un copier-coller de la rédaction, vous le mettez dans cet outil-là, et ensuite, en fonction de la tournure des phrases, on va évaluer grâce à cet outil quelle est la probabilité que le texte ait été en partie ou totalement écrit, produit par une intelligence artificielle. Et donc voilà, c'est intéressant comme la technologie peut être à la fois source d'inquiétude, mais elle peut aussi être source de solution. Merci Max. Donc c'est un outil du futur, mais il va falloir trouver comment l'utiliser avec parcimonie. Et voilà, c'est déjà la fin de ce 12e épisode de la saison 4. Si vous êtes arrivé au bout, bravo et merci, et on espère que vous l'avez trouvé intéressant. On est très heureux de vous compter parmi nos auditeurs. Cœur. Si ce podcast vous plaît, comme on l'a dit au début, n'hésitez pas à le faire découvrir autour de vous. N'hésitez pas à mettre une note ou un commentaire sur Apple Podcast, sur Spotify ou sur votre logiciel de podcast préféré. Ça permettra peut-être à d'autres de découvrir ce podcast. Et puis, n'hésitez pas à mettre un like sur YouTube ou sur Twitter ou un pouce bleu sur Facebook sur cet épisode. Et surtout, partagez. Alors ce podcast est diffusé tous les 15 jours, le lundi ou le dimanche soir pour les plus pressés, etc. Vous connaissez la musique maintenant. Alors portez-vous bien d'ici au prochain épisode. Plein de gros bisous. Couvrez-vous parce qu'il fait quand même pas très chaud. Et à très vite pour de nouvelles tranches colorées.